En 2017, il y a une histoire qui m'a bien amusé. Enfin, en tout cas au début. Deux jeunes restaurateurs ont ouvert une nouvelle table à Paris, le Capiello. C'était un restaurant de quartier qui proposait un très bon rapport qualité-prix. Tellement bon que par le jeu combiné de la notation et des algorithmes, le restaurant s'est retrouvé propulsé sur le site TripAdvisor en tête des meilleurs restaurants parisiens. Soudainement, 1 million de personnes se sont connectées à sa page chaque mois et donc les 20 couverts ont été réservés pour 6 mois. Alors une chance, ouais, enfin pour un temps seulement. Assez vite, la logique s'est inversée parce que les clients qui pensaient entrer dans un restaurant gastronomique se sont retrouvés à devoir mettre leur manteau sur leur chaise, à manger dans un cadre simple. Et selon les commentaires de certains, la mousse au chocolat était immangeable. Pour les jeunes restaurateurs, c'est devenu l'enfer et par ailleurs, le restaurant est aujourd'hui fermé. Je crois que cette histoire raconte pas mal de choses sur un système qui est entré peu à peu dans nos vies et qu'on n'interroge plus, la notation. Aujourd'hui, on note tout ce qui passe sous nos yeux, tout ce qui passe à portée de notre téléphone. Le dernier téléviseur acheté, le dernier morceau écouté, le dernier médecin consulté. C'est donc le moment parfait pour interroger quelques évidences. Qu'est-ce qu'on note quand on note? Comment ce système s'est-il installé? Et quelles en sont les conséquences? Pour mieux comprendre, j'ai donné rendez-vous à Vincent Caucase. Avec Ismaël Alissa, ils ont écrit un livre, La Nouvelle Guerre des Étoiles, qui est une enquête sur la notation. Évidemment, on s'est retrouvé dans un Airbnb. Récemment rénové, c'est l'oasis parfaite pour 2 personnes, on est 2. On va être bien, on va être très bien. On a vu, ils mettent quand même aussi un feedback papier. Ah oui, c'est drôle. En même temps, il n'y a qu'une seule. Enfin, tu fais quoi? Tu t'arraches la page? Je pense pas que ça soit très utilisé du coup. Et on a commencé par commander sur Uber Eats. Mais qu'est-ce qu'on va commander là? Très très bien, c'est une pâtisserie, ouais. Ah bah tiens, une pâtisserie, parfait. Et regarde, tu as les trucs de commentaires Uber Eats, c'est intéressant ce qu'ils racontent. Les notes et évaluations sur les partenaires. Après chaque commande, l'utilisateur ayant passé la dite commande peut attribuer aux partenaires un nombre d'étoiles allant de 1 à 5 en fonction de leur expérience. Commande reçue. Très bien. Alors, comment ça a commencé? Clairement, Amazon, fin des années 90, décide que tous les produits mis en vente sur sa plateforme, à l'époque que par Amazon, seront notés. So an example of what we do that's very unique is that we let customers review products on our website. So for example, somebody might review a book and they might say it's a terrible book. And we let those reviews be up there. And occasionally customers don't buy things because they have bad customer reviews. One of the things we try to do is be not just a store, but also a community, is we let neighbors help neighbors make purchase decisions. Voilà, Amazon a fait ce choix-là et effectivement, même dans la forme de ces étoiles, le design de ces étoiles, c'est celui qu'on retrouve en fait très majoritairement aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes petites étoiles qui sont sur Google aujourd'hui, etc. Donc effectivement, Amazon a un peu aussi codifié ce qu'on retrouve aujourd'hui sur d'autres plateformes. Derrière ce qui n'apparaît que comme une petite innovation, c'est en fait un changement total de paradigme. Jusque-là, on pouvait considérer que revenait au marchand le rôle de conseiller les produits qu'il avait en magasin. Et bien là, c'est le consommateur lui-même qui va assumer cette fonction. La deuxième étape de cette accélération de la notation, c'est certainement les années 2010 et l'avènement de ce qu'on a appelé l'économie collaborative. Avec des plateformes comme Airbnb, TripAdvisor ou plein d'autres qui se présentent comme de simples intermédiaires entre particuliers, l'outil principal d'évaluation, ça va être la note. Parce que la note crée de la confiance. So today we are going to talk about how to become an Airbnb superhost and how to run a 5-star property. Ich werde euch in diesem Video jetzt 5 Strategien umsetzen können, die euch dabei helfen sollten, 5-Sterne-Bewertungen auf Airbnb. On va voir ensemble 6 astuces simples et efficaces pour vous permettre de faire passer vos annonces de ça à ça. Il y avait aussi une sorte d'idéal démocratique dans le modèle de ces plateformes. La critique n'était plus réservée à une toute petite caste de spécialistes snobinards. Tout le monde avait le droit de s'exprimer, mais même encore plus. La mise en commun des opinions de tous devait être supérieure à celle de quelques experts forcément partiaux. Bad pillows, nice service, too hot, too cold. A review is just an opinion, right? Wrong. Et ouais, c'est la grande époque où on pensait qu'on allait mettre fin à la verticalité. Your awesome review is actually pretty awesome. TripAdvisor, clairement, c'est leur slogan. La démocratie Internet, ça, ils mettent ça en avant, etc. On reprend le pouvoir sur les guides. En créant un système de notes ouvert à tous, tu mets le doigt sur
ce qui peut poser problème avec les grands guides, etc., qui sont voilà, tous les problèmes qu'on connaît de copinage, de snobisme, de tout ce que tu veux. Et effectivement, tu réponds à ça. Le problème, c'est que tu crées aussi toute une autre série de questions. C'est que tu résous pas le problème juste en ouvrant à tous. En fait, pour moi, ça se rapproche un peu du débat sur l'information qu'on a souvent aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement, avant, tu étais dans une situation où c'était TF1, France 2, quelques grands journaux qui décidaient ce qu'était l'actualité, ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, n'importe qui a un compte Twitter, une chaîne YouTube, etc., peut diffuser de l'information et tout. La situation précédente n'était pas satisfaisante. Pour autant, ce truc où tout le monde a le droit de raconter des choses intéressantes ou n'importe quoi en même temps, etc., je ne sais pas si c'est plus ou moins satisfaisant. Quand tout le monde évalue, eh ben, ça pose quelques problèmes. D'abord, il y a ceux qui détournent le système, comme ces vendeurs qui proposent via des groupes Facebook à des gens de noter forcément très bien des produits en échange d'un remboursement, voire d'une petite rétribution. In this video, I'm showing you how to become a product tester and go and receive free products and maybe even get paid extra on top as well. Et puis, il y en a d'autres qui prennent plaisir à montrer les limites du système, comme ce petit plaisantin britannique dont un job étudiant a consisté à écrire de faux commentaires pour des restaurants sur TripAdvisor, puis à créer de toutes pièces un restaurant qui n'a jamais existé et qui, à force de bonnes notations et de bons faux commentaires, est grimpé dans le classement du site. How would you suggest people see through that and get honest opinions on things? Because we rely on these websites and these apps. I think we're at a point now where just truth is overrated now in internet websites. Like everywhere's all right. Just go on there and have fun. Like if I can turn my garden shed into a restaurant, then anything is possible. Par la suite, TripAdvisor et toutes les plateformes qui fonctionnent de cette manière ont crié au grand Dieu qu'elles allaient utiliser les algorithmes les plus perfectionnés pour lutter contre ce type de dérive. Mais de fait, on constate que les faux commentaires continuent de pulluler. Pourquoi? Parce que tant que fondamentalement la confiance n'est pas remise en cause et que les ventes continuent, il n'y a pas grande raison de déployer des outils techniques qui coûtent une fortune pour lutter. Mais bon, tant que ça concerne que des objets, on est dans une simple question de droit du consommateur. Ça change avec Uber. Uber, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est les premiers à assumer aussi ouvertement le fait de noter une personne. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les autres boîtes, quand tu notes une personne, souvent tu le sais pas. On te dit tu notes un service. Uber, ils sont totalement transparents. Sur Uber Eats, il y a écrit noter la prestation de un tel, il y a la photo du gars et tu notes ce gars-là. Uber, ils font même des pubs où ils montrent que leurs chauffeurs sont bien notés, etc. Nous n'irions nulle part sans vous. Alors merci pour chaque trajet, chaque étoile, chaque discussion. En vérité, en faisant ça, Uber n'a fait que transposer pour le grand public une tendance qui était déjà à l'œuvre dans le management. En 2003, il y a eu un article révolutionnaire publié dans la Harvard Business Review. Le seul chiffre dont vous avez besoin pour vous développer. L'auteur, c'était Fred Reichel, inventeur du NPS, le Net Promoter Score. My guest today is Fred Reichel. Fred is the creator of the Net Promoter Score. You invented the Net Promoter Score. What is the Net Promoter System and how does it work? Yeah, I invented Net Promoter as a way to help companies measure what I consider their core purpose, enriching the lives of customers. En théorie, le NPS, c'est super simple. Après visite dans un magasin ou sur un site, on demande au consommateur d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 à quel point il recommanderait ce site ou ce magasin à un ami. Ça donne un pourcentage, un score. Voilà, c'est tout. C'est tellement simple que ça a immédiatement séduit les entreprises, parce que ça donne un indicateur qui semble tout rassembler. Le NPS s'est répandu comme un buzz, et il est entré dans tous les grands groupes et à tous les échelons. Ça permet en fait de faire redescendre une pression managériale sur toute la chaîne. C'est-à-dire que typiquement la Fnac, en gros, quand le client sort du magasin, il sort de la Fnac, il va mettre une note, il va dire est-ce que vous recommanderiez la Fnac. La Fnac, elle va pouvoir dire à la personne qui était en caisse, bon bah voilà, il va falloir qu'on améliore ça, etc. Ce manager, lui, il va avoir des objectifs NPS sur les différentes personnes qu'il manage. Donc lui aussi, il va devoir faire en sorte que les 10, 15, 20, 50, 100 personnes qu'il manage aient un bon score au NPS. Et ainsi de suite dans toute la chaîne de commandement, jusqu'au parfois PDG. Par exemple, le PDG de Carrefour, une partie de sa rémunération est indexée au NPS. Et ça, c'est paradoxal, parce que les chercheurs ont très vite prouvé que le NPS était au mieux imprécis. Comment résumer toute l'expérience de quelqu'un
avec un seul indice. Est-ce que le vendeur était sympa? Est-ce que la ventilation marchait? J'ai trop attendu ou pas? Difficile de faire tenir tout ça en une seule donnée. Ce que nous décrivent les syndicats et les employés qu'on a interrogés, c'est que à la Fnac, par exemple, ils nous disaient on vous met au défi de trouver la moindre action qui a été mise en place sur la base de ce NPS. Ça sert juste à mettre la pression et à dire à un tel tu bosses pas bien. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça fait écho à l'idée même qui a présidé à l'apparition de la notation. Les notes telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles apparaissent dans les collèges jésuites qui les inventent au tournant du XVIIe siècle. L'idée, c'était d'introduire du mérite dans l'évaluation, de renouveler les élites du royaume en ayant recours à un outil un peu plus objectif que la naissance ou le rang. Mais déjà, derrière la volonté d'évaluer, il y a l'idée de séparer les bons et les mauvais. Pas de faire progresser, mais de classer. Qu'est-ce qu'on note quand on note un thriller? Qu'est-ce qu'on note? Allô? Allô, allô? Bonjour, monsieur. Ah, super. Vous êtes là, devant la porte? 4310. D'accord. Et voilà, notez votre commande. Ok, vas-y. Tac. Ah, ok, d'accord, on met pouce haut. Oui, hein. oui, bah oui. Pourquoi bah oui, oui? Bah non, déjà c'était très bien, et puis j'ai pas envie de pénaliser ce livre. Ok, hop. Dans ce que dit Vincent, on perçoit bien une des conséquences de la notation. On devient tous les surveillants les uns des autres. Parce que chez Uber, évidemment, on note la personne qui nous rend un service, mais elle nous note aussi. Nous aussi, on a une note de consommateur. C'est ce que montrait, sous une forme assez dystopique, un très célèbre épisode de la série britannique Black Mirror. Brush sweet. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. See you tomorrow, JJ. See you, Lacey. En voyant ça, on croirait réaliser le fameux modèle du panopticon, la prison imaginée à la fin du XVIIIe siècle par le philosophe anglais Jeremy Bentham. L'idée c'est simple, c'est une architecture qui met constamment le prisonnier sous le regard. Dans les faits, très peu de prisons ont été construites sur ce modèle, mais la fiction y a eu recours souvent parce que c'est vraiment effrayant. But in M City, the guards are with us 24 hours a day. There's no privacy. Everybody sees what everybody's doing. Eyes are everywhere. Le panoptique est donc resté un modèle essentiellement théorique, utilisé notamment par le philosophe français Michel Foucault pour décrire nos sociétés où par l'exposition au regard s'impose une forme de contrôle permanente de nos faits et gestes. Doter le pouvoir d'un regard, donner une visibilité exhaustive. Ça, je crois que c'est un des grands rêves de la pensée politique au XVIIIe siècle, et qui se trouve relayé par l'idée que le bonheur social, ça serait une visibilité réciproque totale. Et Foucault dit ça dans les années 70. Imaginez ce qu'il aurait pensé de Uber et compagnie. Parce qu'au moins, dans le modèle de Foucault, eh ben, on sait qu'on est surveillé. Et à peu près par qui? Alors que nous, en vérité, on sait même pas qu'on est noté. Et ça, c'est encore plus flippant. Une grosse partie des notes qu'on ne voit pas, qui sont peut-être la majorité, ce qu'on appelle des notes de consommateurs. Là, c'est un peu différent, c'est quand tu navigues en ligne, quand tu fais des achats en ligne, quand tu fais des recherches sur un moteur de recherche, tu génères énormément de données. Il y a des boîtes qui achètent toutes ces données que tu génères pour calculer des scores de consommateurs sur toi. Imaginons que tu te connectes depuis un beau quartier de Paris, avec un téléphone qui coûte très cher et qui est tout neuf, et que tu fais des recherches pour acheter des montres de luxe. Tu vas avoir un score de consommateur assez élevé parce on estime que ton potentiel de consommation est élevé. Aux États-Unis, il y a déjà des boîtes qui utilisent ces scores consommateurs pour déterminer combien de temps tu vas attendre quand tu appelles l'outline d'un service. Donc des boîtes de téléphonie, par exemple, quand tu appelles parce que tu as un problème avec ta box ou avec ton téléphone, si tu as ton potentiel de consommation, donc tu as un bon score consommateur, tu auras tout de suite quelqu'un au téléphone. Par contre, s'ils savent que tu vis seul, que tu n'as pas de moyens, et donc tu vas toujours rester sur le forfait le plus faible, ils n'ont aucun intérêt à te choyer, et donc dans ce cas-là, tu vas patienter longtemps au téléphone. Là, à la limite, on peut se dire, bon, quand tu appelles un centre d'appel, certes, c'est pénalisant, mais c'est pas grave. Sauf que on sait qu'aux États-Unis, tu as certaines boîtes qui utilisent ces scores cachés, ces scores secrets, pour l'attribution de logements, pour en fait trier. Encore une fois, le but, ça va être encore de trier et de classer, là, non pas les salariés, mais les clients. Ah ouais, d'accord, quand même. Et en fait, tout ça rejoint une tendance très profonde et qui n'est pas si récente. Elle a été parfaitement identifiée et décrite par le grand juriste Alain Soupiot dans son livre « La gouvernance par les nombres ». Soupiot explique notamment comment les mathématiques sont passées d'une science
explicative à une science qui régit le réel. Jusqu'au 19e, les penseurs politiques n'emploient pas le mot société. Ça apparaît au 19e parce que c'est grâce à ces méthodes de quantification, on commence à se dire l'ensemble des êtres humains, je peux les regarder comme un objet devant moi qui suis le savant et le mesurer. Et par la mesure, je vais pouvoir déterminer les lois de fonctionnement de cet objet que j'appelle la société. Ici, ce que raconte Alain Suppiot, c'est le grand mouvement de la mise en chiffre de la société. Étonnamment, Vincent rapproche ce mouvement de la notation, mais il y ajoute une dimension supplémentaire. C'est un peu un fantasme des maths et du chiffre qui va tout résoudre. Mettre en chiffres, ça rend tout plus simple. Plutôt que de dire aux gens, racontez-moi votre expérience, ce qui est long à traiter, ce qui est compliqué, parce que les gens ils vont utiliser des mots différents, etc. Je leur dis, notez sur 5. Ce qui se joue derrière cette guerre des étoiles, donc, c'est aussi un affrontement entre le langage et les chiffres. Pas étonnant que les solutions que propose Vincent pour encadrer l'importance prise par la notation dans nos sociétés passent par le droit, donc par le langage. Et Vincent, est-ce que tu continues de noter? C'est ça qui est flippant avec la note, c'est que même en étant au courant de tout ce qu'on a dit, je regarde la note. Et donc si moi, en faisant un boulot journalistique pendant 4-5 ans sur un sujet, j'arrive pas à m'en défaire, il y a des chances que même en expliquant aux gens tous les biais qu'il y a, les gens s'en déferont pas non plus, quoi. Donc faut réguler. La régulation, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi spécifiquement sur ces questions. Rien n'interdit une entreprise de baser tout ou partie de la part variable d'un salarié sur un système de notes, quel qu'il soit, complètement opaque, etc. Mais ça, ouais, je pense que c'est un vrai axe sur lequel on peut travailler, quoi. J'aurais jamais pensé que ces étoiles inoffensives qui ont envahi les réseaux, que ces notes un peu enfantines, qu'on met sans y penser, nous obligeraient à réformer le droit du travail. Mais j'ai l'impression que c'est une constante du numérique. L'écart entre la manière dont il se présente à nous, des jolis outils, des interactions agréables, des petits jeux chouettes, et ce qu'il bouleverse en profondeur. Moi, en tout cas, je crois que j'y penserai la prochaine fois que je mettrai une note.